ravie de vous retrouver sur Monaco Info malgré le mauvais temps ici au Square Gasto pour vous présenter cette toute nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Nous ouvrirons un volet sur la 127e session du Comité international olympique, un événement majeur avec 1 millier de participants et qui demande beaucoup d'organisation. Les bénévoles ne déméritent pas, comme vous le démontrera Émilie Rousseau. Coup de projecteur sur la 3e journée internationale du handicap à l'auditorium Régnier 3. Portrait dans cette édition de la photographe bien connue en principauté, Claudia Albuquerque. Et nous refermerons ce journal en musique avec un focus sur le concert de musique de chambre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été donné pour la première fois au sein de la Maison de l'Amérique latine. Mais avant de développer ces titres, je vous rappelle qu'en ce jeudi, Monaco célébrait la sainte patronne des sapeurs-pompiers de Monaco. Une messe de la Sainte Barbe a été célébrée à l'église Saint-Nicolas ce jeudi dans la matinée. Le prince souverain et le ministre d'État, comme vous le voyez sur ces images, ont assisté à l'office en présence de nombreux pompiers. Les 8 et 9 décembre prochains, la Principauté accueille la 127e session du Comité international olympique, un événement de grande ampleur qui va accueillir plus d'1 millier de participants. À quelques jours de la manifestation, les organisateurs sont sur le qui-vive et tout particulièrement les bénévoles. Coup de projecteur sur leur travail dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Ils sont près de 200 volontaires à prêter main forte aux organisateurs de la 127e session du Comité international olympique. Ils sont monégasques ou de la région. Certains viennent même des États-Unis pour proposer de leur temps et partager leur savoir-faire, tout en vivant une aventure humaine exceptionnelle. C'est le cas notamment de Christina Le Breton et de Geneviève Genot. Toutes les deux possèdent une solide expérience. Elles ont été bénévoles lors des Jeux des Petits États d'Europe à Monaco en 2007. J'ai commencé avec le jeu des petits États et depuis, je n'arrête pas. Je fais de bénévolat un peu à droite et à gauche en principauté. Et surtout, on fait des rencontres. Et ces rencontres font qu'il se crée un lien d'amitié ou de... Oui, on s'entend bien. Et donc, du coup, on souhaite rendre service, que ce soit à d'autres bénévoles ou aux personnes qui organisent carrément une organisation. Au jeu des petits États, c'était des sports qu'il fallait accueillir. Là, ce sont des personnalités, donc il faut sélectionner encore plus les bénévoles et ils doivent assurer un travail de représentation de Monaco parce que c'est l'image de Monaco qui est en jeu pour cet accueil. Ce qui fait plaisir, c'est quand on a besoin de bénévoles à Monaco, il suffit des fois qu'un simple coup de téléphone ou un mail et vous avez une foule de gens qui arrivent prêts à nous aider et à réussir des miracles. Et s'il y a 2 bénévoles sur qui on peut notamment compter, c'est bien sur les frères Newty. Pour Raymond, c'était une évidence de se rendre disponible vu son passé avec le Comité olympique monégasque, une aventure qu'il a voulu partager avec son frère Gérard. Pour moi, c'est une affaire qui date depuis 1993, la 101e session du CIO. Et puis, mon frère Gérard, qui était lui déjà un bénévole de plus longue date que moi au sein de l'Automobile Club de Monaco, m'a rejoint sur... toutes les épreuves de bénévolat que je faisais et j'en suis très heureux parce que sans lui, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir m'en sortir tout seul. Gérard, c'est pas trop dur de travailler avec son frère? Pas du tout. Non, c'est bon, on est très complémentaires. L'effervescence est déjà palpable dans les différents services, que cela soit ici au Grimaldi Forum ou au Fairmont Monte-Carlo qui accueille la famille olympique. Coup d'envoi de l'événement ce vendredi avec la commission exécutive avant la cérémonie d'ouverture dimanche de cette 127e session du CIO. Si les bénévoles se mobilisent, il n'en est pas moins de beaucoup de services en principauté. C'est le cas notamment de la direction de l'aménagement urbain qui a fait mettre en place une décoration florale particulière à cette occasion.
Les anneaux olympiques ont fleuri aux abords du Grimaldi Forum, tout un symbole à l'approche du coup d'envoi de la 127e session du Comité international olympique. Un clin d'œil que la direction de l'aménagement urbain prépare depuis près d'1 mois maintenant dans sa pépinière. Plusieurs compositions ont été installées dans le bassin du Grimaldi Forum et au rond-point du Portier. Des compositions qui rappellent bien évidemment le CIO et le Comité olympique monégasque, sans oublier les couleurs de la principauté, le rouge et le blanc. On a voulu aussi rappeler donc la flamme olympique en la réalisant en fleurs, donc également en chrysanthème jaune. Ça représente au total à peu près 5000 végétaux, 5000 fleurs qu'on va mettre en place. On a également fait une mosaïculture qui représente le logo du CIO, de la session du CIO à Monaco. Au total, donc, c'est à peu près 3000 cyclamènes, 3000 chrysanthèmes et un petit peu plus à peu près 1000 plantes qu'on va utiliser pour la mosaïculture. Parmi les compositions, on peut retrouver ces murs végétalisés composés de chrysanthèmes. Sa réalisation demande un travail minutieux et précautionneux fait sur place. C'est assez long, il faut être patient, c'est assez long. Parce qu'il faut savoir, ce ne sont pas des fleurs qui sont mises une à une, c'est vraiment la plante qui est greffée. Qui est greffée dans ce qu'on appelle de la sphaigne, c'est une sorte de mousse végétale qui est greffée à l'intérieur. Bon, malheureusement, on a dû faire ça sous la pluie toute la journée, mais bon, sinon ça va, ça a été. L'avantage de la sphaigne, c'est que ça garde l'humidité. L'humidité, oui, ça garde l'humidité. En plus, avec les températures qu'on a actuellement, donc ça fera du bien aux plantes. La direction de l'aménagement urbain n'est pas le seul service à s'être mobilisé. On peut également citer ce geste de l'Office des émissions de timbre-poste qui a créé un timbre commémoratif et une enveloppe du premier jour à l'occasion de cet événement olympique en principauté. Et pendant que les bénévoles et les organisateurs se mobilisent, ce jeudi, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, a pris part à la 3e journée internationale du handicap à l'auditorium Régnier 3. L'occasion de mieux faire connaître la question du handicap au grand public. Plus de détails dans ce reportage signé Alexandra Pagny. Depuis 2012, la Principauté est associée à la Journée internationale du handicap. Cette année, la direction de l'action sanitaire et sociale a souhaité faire découvrir au grand public les différentes structures publiques et privées œuvrant dans ce domaine autour du thème « Rassemblons-nous autour du handicap ». C'est l'occasion pour les associations monégasques de présenter leur activité, leurs actions, et en même temps les entreprises privées également, qui montreront le matériel mis à disposition et les personnes qui peuvent aider les personnes handicapées. Cette journée est ouverte au public, l'ouverture au public, entrée libre et gratuite. Les personnes viendront au sein de l'auditorium et pourront rencontrer effectivement toutes les associations et pourront poser des questions sur les actions de ces différentes associations. Les situations de handicap touchent plus de 15% de la population mondiale. La Principauté s'attache depuis de nombreuses années à faciliter l'accès et les démarches aux personnes atteintes de handicap physique, moteur ou neuromoteur. En 2013, l'on recensait 159 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés à Monaco. Au-delà des aides et des textes, effectivement, il faut aussi faire bouger les mentalités. Et il faut essayer d'introduire un changement culturel pour que nous soyons toujours plus compréhensifs et tolérants vis-à-vis des personnes qui souffrent au quotidien du handicap. Après donc avoir choisi le thème il y a 2 ans de l'insertion professionnelle, puis de l'accessibilité l'année dernière, cette année nous avons choisi le thème « Rassemblons-nous autour du handicap ». Et donc nous mettons à l'honneur toutes les associations, tous les bénévoles, tous les dirigeants qui tout au long de l'année œuvrent en faveur des personnes handicapées. Faire prendre conscience des difficultés que rencontrent au quotidien les personnes handicapées, nous adressons en particulier aux enfants des écoles, en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est très important, ce sont les adultes de demain. Et vous savez, les installer par exemple quelques minutes dans un fauteuil roulant et leur faire découvrir les difficultés de circuler en fauteuil roulant, c'est faire déjà énormément pour leur compréhension, leur tolérance. Et je crois qu'effectivement ce seront demain des adultes encore plus ouverts et plus tolérants que nous aux questions du handicap. La veille, le centre hospitalier Princesse Grace organisait lui aussi des animations autour de ces questions liées au handicap, des affiches d'information, des stands de présentation ou encore des ateliers de mise en situation étaient organisés tout au long de l'après-midi.
Ces 2 journées auront donc permis de mieux faire connaître la question du handicap, d'instaurer un dialogue entre les personnes handicapées et les responsables publics et privés, et d'accompagner la prise de conscience autour des différents enjeux tels que l'éducation ou le travail. À l'occasion de cette journée internationale du handicap, Anis Wood, haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, était également aux côtés du conseiller Stéphane Valéry. Elle revient sur l'adoption de la loi sur le handicap adoptée le 26 novembre dernier. Cette année, c'est vrai, cette rencontre a une coloration un peu particulière avec l'adoption quasiment une semaine jour pour jour d'une loi cadre importante sur le handicap qui a évidemment consolidé l'existant parce que Monaco faisait déjà énormément pour donc cette population fragile, mais qui a réalisé de nombreuses avancées. Et si vous me permettez d'être juridique un instant et de m'arrêter sur les dispositions importantes de la loi pour ce qui concerne les missions du Haut-Commissariat, cette loi a en effet institué une définition légale du handicap à Monaco qui n'existait pas et qui ne se limite pas aux situations d'invalidité permanente mais qui vise de façon plus large les troubles de la santé invalidants. C'est une loi qui a créé un véritable statut de la personne handicapée, de l'aidant familial aussi pour favoriser ce type d'accompagnement au sein de la famille. Et puis une autre avancée importante au regard de nos missions, c'est l'introduction pour la première fois d'une véritable prohibition de la discrimination à raison du handicap qui a été donc érigé en délit au sein de notre code pénal. C'est une avancée très importante et ça va constituer une base légale essentielle pour le Haut-Commissariat sur lequel nous pourrons nous appuyer pour mener à bien nos missions. Dimanche dernier s'est tenue au musée océanographique une assemblée diocésaine. Plus de 200 personnes y ont participé, prêtres, diacres, religieux et laïcs, convoqués par Monseigneur Barcy. Cette assemblée avait plusieurs objectifs sur lesquels revient l'archevêque de Monaco. Cette assemblée a été voulue et convoquée par moi-même après déjà une précédente assemblée qui s'était tenue en 2011. Donc j'ai proposé à tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église et puis tous ceux que la vie de l'Église intéresse de se retrouver pour réfléchir ensemble avec moi puis avec tous mes collaborateurs de la manière pour mieux évangéliser et porter la joie de l'Évangile à tous les hommes et toutes les femmes qui habitent à la Principauté et au-delà. Alors j'imagine que les échanges ont été fructueux. Quel bilan pourrait-on dresser de cette assemblée diocésaine? Alors je crois que le premier bilan, c'est d'abord la rencontre. Chacun travaille dans sa paroisse, son mouvement, son service, son association et peut-être oublie un peu quelquefois qu'il y a à côté de lui d'autres personnes qui ont d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir, mais qui sont unies par la même foi. Et donc ces personnes-là ont besoin de se rencontrer, d'échanger entre elles. Je crois déjà, c'était le premier but, c'était renforcer la communion et l'unité dans le diocèse. Puis le deuxième point, c'était aussi de proposer des idées parce que les gens voient des choses et il faut faire appel. On ne peut pas toujours répéter ce qui s'est fait et donc il faut aussi être ouvert à l'esprit de Dieu et aussi au message que nous délivre actuellement le pape François dans un très beau texte qui nous a servi d'ailleurs de guide, qui était la joie de l'Évangile. Et puis je crois que cette assemblée a aussi donné l'occasion de présenter quelques nouveautés, quelques chantiers qui sont en cours. Voilà. Alors si vous voulez, en 2011, nous avions parmi toutes les propositions, on avait évoqué la question de la communication à l'intérieur et à l'extérieur du diocèse. Et puis ensuite, il y avait été question de la maison diocésaine, construire un lieu où les chrétiens pourront se rassembler, un lieu ouvert où les mouvements, les services seront regroupés, non pas dispersés dans la ville. Alors le premier point, on a présenté le logo et un projet de communication meilleur pour le diocèse, donc pour avancer, et puis le projet de la maison diocésaine qui, j'espère, au cours du mois de janvier-février, pourra être annoncé et mis en place, parce que ça va être une longue affaire. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en Principauté, l'hôtel Métropole qui vient de célébrer ses 10 ans de rénovation fête aussi par la même occasion l'arrivée dans ses murs du chef Joël Robuchon. Arrivé à Monaco en 2004, le chef étoilé brille depuis derrière les fourneaux de l'hôtel Métropole et assure que son travail en Principauté inspire sa création à l'international. Elle est l'une des photographes de la place monégasque sur chaque événement marquant de la Principauté.
Elle pose son regard. Claudia Albuquerque travaille depuis de longs mois sur un ambitieux projet dans un atelier qui lui a été prêté par les affaires culturelles. Patricia Navarro l'a rencontrée. Une personnalité attachante, une artiste qui a connu plusieurs vies, un personnage que tout le monde a croisé un jour en principauté, Claudia Albuquerque est une figure de Monaco. Cachée derrière son objectif, elle saisit des instantanés de vie et collectionne les visages souriants, mystérieux, graves ou troublants. Depuis un an, Claudia Albuquerque occupe un grand atelier avec vue imprenable sur le port Hercule. C'est le gouvernement monégasque qui offre chaque année cette opportunité unique à des artistes de la région. Avant elle, c'est Folon qui travaillait ici jusqu'à son décès. C'est extraordinaire parce que la principauté, d'abord, a attribué, c'est les affaires culturelles, et aussi, je pense à Princesse Caroline qui s'occupe des arts, qui ont attribué cet atelier, et c'est magique, c'est féerique. C'est un passage dans la vie qu'on ne peut pas oublier. Ils ont leur vie privée, mais en vérité, leur vie privée, on pourrait dire qu'elle est à moitié privée, l'autre moitié est vraiment pour le monde, que ce soit pour les charités, pour les enfants qui n'ont rien. Tous les jours, ils ne font que donner. Et c'est pour ça que, avec la beauté qui est Monte Carlo, principauté de Monaco, est vraiment, pour moi, que je peux voir, et je pense n'importe qui, on est entouré de génies, de toutes les époques. Les portes sont ouvertes et toutes les époques de la principauté sont belles. En vérité, c'est une étoile qui brille. Et c'est extraordinaire de penser comment une petite étoile brille aussi fort dans le monde. Et je souhaite au monde entier de passer par la principauté. Et alors là, ils sont bénis. Tel un écho à son propre parcours, lorsqu'elle vous accueille dans cet atelier et ouvre grand les portes des lieux, Claudia Albuquerque a voulu installer un grand portrait de l'actrice Grace Kelly avant qu'elle ne devienne princesse de Monaco. Née à Paris, Claudia a longuement vécu aux États-Unis où elle a été sous contrat avec la Columbia. Après avoir joué avec Fellini notamment, elle a, elle aussi, abandonné le cinéma pour venir s'établir à Monaco où elle est passée de l'autre côté de l'objectif. Son grand projet est aujourd'hui un hommage à toutes les personnalités qui font Monaco. Quand je rencontre des gens et que j'essaye d'être gentille, les gens ne me prennent pas au sérieux. Alors quand je deviens un peu plus sévère, je dis, s'il vous plaît, concentre-toi, donne-moi ce que tu as de ton âme. Et le projet, c'est de montrer justement tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je suis ici, que j'ai commencé la photographie, de montrer les gens qui ont épaulé la principauté à notre époque pendant que moi j'étais là. Et crois-moi que j'en ai beaucoup, entre le jumping, le cirque, la Fondation Prince Albert II, le centre scientifique avec les coraux, enfin, et le musée océanographique. C'est-à-dire, je voudrais faire un très grand livre, forme de poster, qui ira au palais. Et ce qu'on fait, on presse le bouton et le livre, ça sera comme une sculpture qui va s'ouvrir par lui-même. Et après, il y aura des livres un peu plus petits de tous les gens qui ont, pour que ce soit les pastors, les Piaget, pour les roses. En fait, je ne peux même pas te dire tout. Si tu voyais tout ce que j'ai dans les choses, il faut que je les cherche. Et j'espère que le bon Dieu me donnera assez de temps pour pouvoir le réaliser. Et aussi, éventuellement, faire au Grimaldi Forum, dans la salle Ravel, la plus grande salle, une immense exposition. Mais bon, je pense que ça prendrait au moins 4-5 ans peut-être. Dans quelques jours, Claudia Albuquerque quittera cet atelier pour transmettre le témoin à un nouvel artiste qui viendra s'y établir et pourra à son tour y donner vie à un projet artistique, contribuant ainsi au rayonnement culturel de Monaco, qui a de tout temps été une terre d'accueil fertile pour les créateurs du monde entier. On ouvre à présent un volet culture avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'OPMC organise régulièrement des concerts de musique de chambre sous le titre générique de Happy Hour. Il y a quelques jours, pour la première fois, cet Happy Hour a eu lieu à la Maison de l'Amérique latine. José Sacré y était.
Cette saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose 12 concerts de musique de chambre. Cette série de happy hour musicaux se déroule habituellement à l'heure de l'apéritif au Troparium de l'Auditorium Régnier 3. Mais ce mercredi 26 novembre, c'est à la Maison de l'Amérique latine, place des Moulins, qu'a eu lieu ce concert. La vocation d'abord de la Maison de l'Amérique latine, c'est de créer des liens entre la Principauté de Monaco et tous les pays de l'Amérique latine. Dans ce cadre-là, on essaye de développer ce que j'appelle des collections, c'est-à-dire de développer tous les thèmes qui peuvent en effet rapprocher les deux cultures. Alors on a fait des événements bien sûr sur l'art plastique, sur le sport avec l'exposition Fangio, sur la littérature avec la conférence sur Pablo Neruda. Et aujourd'hui c'est la grande première, je dirais, de la Maison de l'Amérique latine et l'excellence de Monaco avec l'Orchestre Philharmonique. 4 parmi les meilleurs musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont réunis en quatuor pour interpréter un programme évidemment en rapport avec le lieu du concert. Des œuvres complètement nouvelles, je pense, pour nous 4. Et je pense que la clé de la préparation de ce concert, ça a été une préparation individuelle avant déjà une première lecture ensemble. C'est que c'était vraiment obligatoire que chacun accomplisse, on va dire, 80% du travail personnel à la maison avant qu'on puisse se retrouver et commencer à faire de la musique ensemble. Ce programme a été choisi par qui? C'est lui. C'est sa faute. C'est vous le responsable? C'est moi le responsable, c'est ma faute. Oui. En fonction évidemment de la demande, ici, la Maison de l'Amérique latine. Et spécifiquement, on nous a demandé de jouer de la musique argentine et brésilienne. Donc, le plus grand compositeur brésilien, c'est Villalobos, et un des plus grands compositeurs latino-américains parlant, c'est bien évidemment Ginastera et Piazzolla, qui rentrent dans le cadre un peu de variété et musique classique en même temps. Le plaisir de travailler ensemble en musique de chambre, Tristan est... Énorme. Indispensable. Oui, il faut dire quand même qu'avant d'être musicien, on est des êtres humains et on s'apprécie tous beaucoup. On est très copains, voilà, c'est comme ça, on a des affinités. Donc évidemment, après dans le travail, parce que c'est vrai que c'est des œuvres qui sont âpres, qui sont difficiles, c'est bien, c'est positif pour nous d'avoir cette communion, d'avoir cette entente pour produire ce boulot, parce que ça demandait quand même évidemment beaucoup de travail, des œuvres très complexes. À chaque fois, on l'embêtait lui parce qu'on lui disait « mais pourquoi tu nous fais jouer ça? C'est injouable, c'est horrible, c'est pas possible, on va jamais y arriver ». Et puis, il est patient, il est gentil et il est surtout excessivement compétent et il connaissait les œuvres par cœur avant même qu'on commence à répéter. Et je dois dire vraiment merci à Federico, c'est lui qui a ça repose beaucoup sur ses épaules, ce concert repose énormément sur lui. Mais Tristan, vous n'avez encore rien dit jusqu'à présent. Le quatuor existait déjà auparavant ou bien il est né pour l'occasion? Il est né pour l'occasion. Mais on a déjà eu l'occasion de jouer individuellement. Moi, j'ai déjà joué beaucoup avec Fédé, avec Thierry aussi quelques fois. Mais je pense que c'est la première fois qu'on joue tous les 4 ensemble. Et la mayonnaise, je pense, a plutôt prise. Donc voilà. Et on souhaite un avenir. Donc on annonce déjà que le prochain quatuor, ce sera un quatuor de Ligeti. Et ça sera de ta faute. Voilà, cette fois-ci, ce sera ma faute. D'accord. La galerie du Gildo Pastor Center présente une exposition monochrome de Cyril Verdaven. Une exposition qui rassemble des planches de texture travaillées et des compositions mystérieuses d'objets en 3D recouvertes d'une seule couleur, choisie minutieusement. Cette exposition est visible jusqu'au 6 janvier à la galerie du Gildo Pastor Center à Fontvieille. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les prochains jours. Vendredi, un temps incertain avec davantage de nuages que de soleil. Dégagé dans la matinée, le ciel sera ensuite envahi par les cumulus en cours d'après-midi, permettant aux averses de faire leur apparition en fin de journée. Des températures proches des normales avec des maximales atteignant les 15 degrés. Le week-end sera moins clément avec des averses et un ciel encombré la plupart du temps. Samedi, quelques percées du soleil, mais un ciel menaçant et de la pluie
pouvant parfois être assez fortes. Dimanche, même si le temps s'améliorera quelque peu, le soleil aura du mal à percer les nuages. Et quant à la journée de lundi, elle se partagera entre orage et éclaircies. À suivre à présent un reportage au parc Alpha Lou dans le parc du Mercantour. Au revoir.